Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. D'entrée, le ministre des Transports a d'abord tenu à lever l'équivoque sur cette convention. Le port autonome de Conakry n'est pas vendu aux Turcs, dit-il. Plus loin dans ses propos, il signale que le volume de cette convention, avec 178 pages, explique son importance, mais aussi sa qualité. Étendu sur une période de 25 ans, ce contrat devrait permettre au port d'être plus compétitif grâce à sa rénovation et à l'amélioration de ses activités. Ce port conventionnel, il existe depuis de longues années, depuis les années 80. Donc ces installations sont aujourd'hui saturées, elles sont vieillissantes. Ces raisons qui nécessitent effectivement que notre port soit un port compétitif. Cette convention mérite plus d'être défendue que contestée, d'après Aboubacar Silla. Contraire à ce que pensent certains Guinéens, pour lui, plus les activités portuaires augmentent, plus l'offre d'emploi grimpe et plus les traitements sont meilleurs. Donc, contrairement à ce qu'on a entendu aussi, il n'est nulle part question de réduire des effectifs quelconques, que ce soit pour les dockers ou les travailleurs du port autonome. Au contraire, l'augmentation des activités va amener à des créations d'emplois nouveaux, à des recrutements nouveaux. Donc, c'est exactement l'inverse qui va se passer. En faisant une petite comparaison, le ministre des Transports pense que le port de Conakry est loin de compétir avec ceux des pays voisins. La nécessité d'accueillir cette convention à bras ouverts. Le port de Conakry a un volume d'activité à peu près d'environ 9 millions de tonnes. Vous savez que le port de Dakar, il a combien de millions de tonnes de marchandises traitées par an? 16 millions de tonnes. Les 500 millions de dollars que la société turque Al-Barak doit investir pour l'extension et la modernisation du port autonome de Conakry, aux yeux du ministre des Transports, peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils devaient sortir des caisses de l'État. C'est un contrat de toutes les polémiques, de tous les risques, diraient certains, aussi bien pour les employés que l'investisseur lui-même. L'État peut se frotter les mains pour un moment, mais il risque gros, souligne le président de la commission communication. Ça paraît très, très dangereux de s'engager, d'engager tout le pays dans ce cadre-là. Et sinon, il y a des risques qui peuvent arriver, même pour les investisseurs. Parce que le problème, c'est que si un autre président arrive, il peut remettre en cause dans ce cas-là. C'est le cas de Zetma et Bolloré, vous avez vu. Comme ce n'est pas passé à l'Assemblée n'est pas concernée. L'investisseur peut certes par des combines s'offrir un contrat, mais la meilleure voie consiste à respecter les procédures légales au risque de se retrouver dans un océan de regrets. Et si ça arrive un jour, l'investisseur qui a déjà engagé un montant important ou de l'argent pour investir à ce niveau-là peut perdre le contrat parce que ça n'engage pas le pays. Ce qui engage le pays, c'est ce qui passe par l'Assemblée nationale. Si ça ne passe pas par l'Assemblée nationale, ça n'engage pas le pays. Ça engage certainement l'exécutif pour le temps que l'exécutif existe à ce niveau-là, mais ça n'engage pas le pays. Aujourd'hui, la représentation nationale a deux regrets majeurs, protéger les emplois et faire éviter un procès contre l'État guinéen dans le futur. Le mieux, propose le député, est de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, à notre avis, c'est important de passer ce contrat pour examen au niveau de l'Assemblée et apporter les critiques nécessaires afin de garantir non seulement l'investisseur, mais garantir l'État guinéen. Le président de l'UFR, à travers une sortie, a indiqué que le dossier devrait être traité par l'Assemblée nationale avant toute signature. 2 morts, des véhicules endommagés et plusieurs blessés, dont un grave, c'est le bilan de cet accident de la circulation. L'un des chauffeurs qui tentait de faire un dépassement en 3e position s'est retrouvé nez à nez avec un autre. Les 2 voitures filaient à vive allure selon des témoins. Le choc est très violent.
il y a eu 2 victimes et des blessés. Bon, le véhicule a une voiture de marque Renault Peugeot 405 et une voiture de marque Mercedes. Bon, c'est au niveau du dépassement en 3e position. Benoît Loa regrette le non-respect du code de la route par les conducteurs. Nous, les chauffeurs guinéens, ne respectons pas les codes de route. Premièrement, la distance de sécurité, eux ne respectent pas. Donc même si on arrive à les signaler ou bien à leur donner des conseils, eux refusent. Alors, les corps ont été identifiés ou pas? Bon, on ne les a pas encore identifiés, ils sont là même, ils ne sont pas encore bougés. Les 2 corps et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital régional de Kindia, nous a confié une source. Cette prestation de serment est un engagement de l'équipe entrante composée de 25 membres. Le renouvellement, l'amélioration des services d'architecture sont le créneau de cette nouvelle génération d'architectes candidats à l'élection du nouveau bureau. Malgré les efforts de l'ONAG pour améliorer le métier d'architecture en Guinée, les bâtiments sont construits sans la consultation de cabinets d'architecture. Un challenge que souhaite relever la nouvelle équipe. C'est de sensibiliser au maximum la population, parce que je suppose que la population n'est pas avertie. C'est de dire à ces gens-là que pour construire, il faut des spécialistes. Il ne faut pas donner à un maître maçon qui a 20 ans d'expérience, qui va se mettre à dire « je suis architecte ou ingénieur ». Prenez le temps d'aller voir ceux qui ont étudié, et qui savent à peu près les dangers d'un bâtiment mal construit, qui peuvent vraiment vous aider. Même si ce défi n'a pas été relevé par l'équipe sortante, elle a quand même réalisé quelques acquis. Monsieur AOC nous a mis à disposition un local équipé avec une table de réunion et pour qu'enfin l'ONAG puisse avoir un siège clair et défini par tous. Ensuite, on a également créé pour la première fois un site web avec une page Facebook de l'Ordre des architectes. La construction des bâtiments dans le respect du code de l'architecture reste le défi majeur pour la nouvelle équipe qui sera réélue le 18 août. D'abord à Barcelone, sur Las Ramblas, l'artère la plus populaire de la ville. Puis quelques heures plus tard à Cambrils, station balnéaire catalane. Il y a un an, un groupe de djihadistes menait 2 attentats à bord de véhicules pour percuter la foule. Bilan, 16 morts et plus de 100 blessés. Aujourd'hui, c'est à travers ces photos que les Espagnols découvrent les auteurs de ces attaques, préparant des bombes ou tout sourire avec une ceinture d'explosifs. Il s'agit d'un groupe de jeunes âgés de 17 à 28 ans d'origine marocaine, dont plusieurs avaient grandi à Ripoll, petite ville de 10 600 habitants, nichée dans les Pyrénées. La vérité, c'est qu'ils sont tous d'ici. Je les connaissais depuis qu'ils étaient enfants. Ils allaient à l'école avec mes enfants. C'est difficile de comprendre comment leur mentalité a pu être changée à ce point. L'enquête s'est centrée sur le rôle clé de l'ancien imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, décédé dans la préparation des attaques. Après un passage en prison pour trafic de drogue, il aurait guidé ces jeunes depuis cette mosquée. Mais pour ne lever aucun soupçon, les membres de la cellule s'exprimaient en catalan, travaillaient en entreprise et participaient même à des activités sportives sur ce terrain de foot. Cette radicalisation a été négligée jusque dans le cercle le plus intime de ces personnes. Donc, si même au sein de ce cercle, pouvant passer jusqu'à 24 heures sur 24 avec elles, au sein même du noyau où se déroule la vie privée des gens, si là aussi cette radicalisation a été négligée, elle aurait difficilement pu être détectable par la police. Dans les 18 mois qui ont précédé les attaques, certains membres du groupe ont voyagé en Suisse, en France, en Belgique et au Maroc. Mais après un an d'investigation, les enquêteurs cherchent encore à établir si cette cellule, dont 3 membres survivants sont en prison, avait véritablement des liens avec l'organisation État islamique qui a revendiqué leurs actes. Un an après, Barcelone rend hommage aux victimes des attentats. Une journée toutefois marquée par les divisions, ce qui n'a pas empêché Felipe VI d'être acclamé par des partisans de l'unité de l'Espagne à son arrivée. Le roi avait été hué l'an dernier lors du rassemblement ayant suivi les attentats. Sur la place de Catalogne,
la contestation n'a pas empêché le déroulement de la cérémonie d'hommage.